Bonjour, merci d'accueillir Chiche TV. Est-ce que tu peux te présenter, Chichement? Ouais, bah écoute, merci déjà à toi aussi de venir ici prendre du temps pour interviewer. Personnellement, sur une cause militante, je trouve ça formidable. Personnellement, donc je milite pour la démocratie réelle depuis 2014. Je me suis intéressé à la politique par rapport à des problèmes vis-à-vis de l'école de ma fille, comme souvent les gens font. Voilà, sinon j'ai été un peu lanceur d'alerte également sur des phénomènes en banlieue Villeneuve-Saint-Georges. Et puis depuis, je suis sur différents collectifs, Culture RIC, Espoir RIC, le mouvement Constituant Populaire pour lequel tu es là. Et je pense que voilà, c'est l'essentiel d'un combat pour pouvoir entrer en démocratie un jour, quoi. Est-ce que tu peux expliquer sommairement ce que c'est que le mouvement constituant populaire? Oui, alors le MCP, c'est un mouvement qui s'est créé en 2020, vers juin-juillet. Il y avait des anciens mouvements comme Votez pour vous qui sont venus dans différents collectifs pour voir un petit peu quel était le tronc commun sur lequel on pouvait se mettre en cohésion tous ensemble. Et nous, on était sur Culturic et on avait déjà beaucoup travaillé sur cette idée que le RIC en toute matière c'était très bien, mais qu'il fallait qu'on se concentre sur quelque chose de plus précis, avec Yvan Bachot, qui est un historique du RIC, et Léo Giraud, qui est peut-être le plus grand spécialiste français du RIC aujourd'hui. Et du coup, on était sur le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Et donc ils ont fait un peu le tour des collectifs et ils sont mis d'accord là-dessus en ajoutant la capacité enfin l'obligation de faire un référendum si les élus changent quelque chose de la Constitution. Donc ils ont ajouté ce point et ils ont appelé ça le processus constituant populaire. Donc il y a quelques personnes de Culturic qui les ont rejoints à la fondation. Moi j'étais en vacances donc j'ai pas suivi à ce moment-là. Et puis on a fait des votations en juin sur le vote blanc et le casier judiciaire vierge dans différentes communes. On a refait une votation en automne également dans un peu plus de communes. Donc c'est des votations qui se passent dans la rue. On a comme mission également de faire je dirais de la sensibilisation à la démocratie, parce que les gens ne sont pas forcément au courant du fait qu'on n'est pas en démocratie réelle. Voilà, on a ces missions-là, et puis également on est en train de créer une université populaire pour éveiller les gens sur les réseaux. On a un Discord où on se réunit toutes les semaines avec tous les relais locaux qu'il y a en France. On a un maillage territorial, on est à presque 3000 aujourd'hui, et très rapidement on est monté à 1000, puis 2000, puis presque 3000 aujourd'hui. Notamment, il faut le dire, avec l'aide d'Étienne Chouard qui a accroché sur le projet et qui a beaucoup de followers, de suiveurs, et qui nous a amené beaucoup de monde. Ok. Le RIC, est-ce qu'on peut dire, pour paraphraser Georges Clemenceau, qui disait «La guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires», que la politique est trop importante pour être confiée qu'à des politiciens? Bah, oui, enfin, la politique par des politiciens, c'est inévitablement quelque chose qui se rétrécit à une minorité et sous influence de l'argent, ce qu'on appelle une oligarchie plutocratique. Plutocratique, c'est l'argent, et l'oligarchie, c'est quelques-uns qui décident pour les autres. Donc c'est à l'inverse de la démocratie. En fait, les Grecs définissaient trois systèmes de gouvernance. La monarchie, monocoque, monosyllabe, monologue. Oligarchie, quelques-uns, oligo-éléments, donc quelques-uns, et démos kratos, démocratie, le plus grand nombre. Donc c'est vraiment trois systèmes dans lesquels on peut ranger toutes les autres mouvances politiques. Voilà, n'importe quel système politique peut se ranger dans une de ces trois grandes familles. Et à partir du moment où on laisse le pouvoir à quelques-uns ou à une personne, c'est évident qu'ils vont tirer tous les avantages de leur politique vers quelques privilégiés. Donc si on veut le bien commun, si on veut développer le bien pour tous, pour le plus grand nombre en tout cas, il n'y a qu'un système démocratique qui permet de réaliser cet objet. Donc laisser la politique dans la main de quelques-uns, c'est obligatoirement donner des privilèges à quelques-uns. Okay.
Donc là, quand tu parles de démocratie, tu parles de démocratie participative. Parce que les gens pourraient te rétorquer, on est en démocratie, là, actuellement, alors que c'est une représentative. Tout à fait. Le terme démocratie, il est arrivé, il me semble, en 1850 par Tocqueville, en revenant des États-Unis, et c'est un concept marketing. Ça n'a jamais été une démocratie. On n'est pas en démocratie, on n'a jamais testé ce système depuis les Athéniens, hein. On est passé de la monarchie à une oligarchie avec la Révolution française, les bourgeois qui prennent le pouvoir sur les monarques, parce qu'ils avaient marre de payer pour rien, ils voulaient avoir du pouvoir politique. Mais on peut pas, la démocratie représentative, c'est un oxymore. On peut pas se faire représenter de façon comme ça, surtout aujourd'hui là, en votant tous les 5 ans, et puis abandonner tout devoir citoyen par rapport à la politique. Si soi-même on s'implique pas un peu sur des sujets qui nous concernent, bah évidemment, enfin je veux dire, les gens qui pensent qu'aujourd'hui on est en démocratie, c'est qu'ils ne connaissent ni le mot ni l'histoire, quoi. On s'aperçoit qu'en Suisse, ils ont déjà un système plus démocratique que le nôtre, et qu'en France, ça fait longtemps qu'on devrait avoir à peu près le même système qu'en Suisse. Qui est contre le RIC? Qui est l'ennemi du RIC, en fait, en France? C'est définir l'ennemi. À qui ça porterait préjudice? Ouais, ça c'est une très bonne question, parce qu'il faut connaître son ennemi pour pouvoir avancer. Donc bah, les ennemis du RIC, ce sont les gens qui profitent du système. Mais on peut aller très loin, on peut aller même sur des grosses associations ou des moyennes associations qui ont des intérêts particuliers à transiger avec des politiques pour avoir des salles, pour avoir des subventions, et qui n'ont pas du tout envie de laisser la majorité des gens qui composent cette association prendre des décisions, puisque eux sont bien dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils font. Ils sont même des syndicats, hein, on a beaucoup entendu la critique des syndicats. Évidemment, le haut du palier des syndicats trouve des intérêts personnels et n'a pas du tout intérêt à ce que la masse prennent des décisions. Quand je dis la masse, c'est la masse de leurs militants. Donc les ennemis du RIC, ce sont tous les gens qui ont des privilèges, et c'est une minorité, qui ont des privilèges dont ils abusent en fait. Hein. Okay. Je vais citer des noms, tu vas me dire s'ils en font partie. Donc les politiciens, ouais. Les syndicats, ouais. Les médias, oui, tout à fait, oui. Les associations, la plupart, les grosses, ouais. Les hauts fonctionnaires. Alors les hauts fonctionnaires, oui, ils ont pas de, alors ils ont un pouvoir indirect, et ils le font porter par des politiques, mais oui. Les lobbies. Oui, bien sûr. Les religions. Les religions, oui, ils ont pas du, oui, bien sûr, c'est monothéiste, hein, le polythéisme qui existait à une époque, même les Romains étaient polythéistes, hein. Eux avaient peut-être plus d'ouverture sur la décision plurielle. Mais les monothéistes, évidemment, c'est très également hiérarchisé. Ouais. Et les financiers? Bah oui, bien sûr. Ouais. Okay. Alors, pour les financiers, on s'aperçoit qu'en Suisse, là où ils ont un système de RIC, en grosso modo, ils sont quand même à l'abri, les financiers. Ils sont à l'abri parce que le pays a trouvé un modèle économique avec très peu de ressources finalement terriennes, agricoles. Ils ont trouvé un modèle économique effectivement sur la finance, donc ils sont tout à fait critiquables à ce titre-là. Par contre, sur leur modèle politique, ils sont également critiquables parce qu'il y a pas mal de triches en fait, hein, quand on creuse. Hein. Le RIC qui est voulu en France par les Français interrogés est beaucoup plus cintré, beaucoup plus intéressant que le RIC suisse. D'ailleurs, ils sont très intéressés par ce qu'on développe, mais oui, voilà, ils ont la capacité d'un RIC constitutionnel qui permet de dire que s'ils le veulent, ils sont en démocratie quand ils veulent. Ça ne veut pas dire qu'ils le pratiquent réellement au quotidien, mais s'ils veulent entrer en démocratie, ils peuvent. Voilà, maintenant qu'on a identifié l'ennemi, est-ce qu'on peut identifier les faux amis? C'est-à-dire des gens qui proposent des RIC, mais ça ressemble à du RIC, ça a la couleur du RIC, ça a l'odeur du RIC, mais c'est pas vraiment du RIC.
Alors oui, alors je ne sais pas si j'ai envie de citer un parti politique plus qu'un autre, parce qu'ils sont un peu dans le même cas de figure tous, hein, puisqu'on a dit les politiciens n'ont pas intérêt à ce que le référendum d'initiative citoyenne soit en pratique. Effectivement, quand on regarde les programmes, nous sur le label RIC, alors c'est indépendant du mouvement constituant populaire, mais le label RIC note, donc labelric.fr tout simplement, note les différents référendums d'initiative citoyenne, les propositions de loi ou même les programmes où le RIC est présent. Et on constate qu'effectivement, souvent, il peut y avoir un quorum, par exemple, très élevé, où on demande plus de 50% de la population de participation pour que le RIC soit validé. Or, on sait qu'en Suisse, par exemple, il y a 40% de participation en moyenne, donc les RIC suisses ne seraient plus valables, par exemple. Et puis, il est très facile pour des gens qui ont une idée de dire à leurs suiveurs, ne sortez pas, n'allez pas voter. Ça, plus l'abstention, normale, classique de beaucoup de gens, permettrait de ne pas faire passer un référendum rien qu'en mettant un quorum élevé. Puis il y a d'autres stratagèmes qui empêchent d'avoir des référendums d'initiative citoyenne efficaces, efficients. Donc oui, il y a des faux amis, il y en a beaucoup. C'est très difficile de trouver un référendum d'initiative citoyenne qui soit bien écrit, c'est-à-dire qui modifie l'article 89 de la Constitution, qui permette de dire, voilà, un référendum qui sera applicable. Okay. Mais je vois aussi que dans la Label par exemple, ils ont noté des gens sur pas mal de critères, mais ils n'ont pas noté des gens sur un critère qui me semble important, c'est l'Europe et le RIC. Ça veut dire que l'Europe s'est faite suite à un référendum défavorable et contre l'avis des Français. Et malgré ça, il y a des gens qui se présentent en disant on va rester dans l'Europe, mais on met le RIC dans notre... Comment peuvent-ils en même temps se dire démocrates et continuer à vouloir rester dans l'Europe alors que l'Europe a été une escroquerie vu qu'il y a eu un référendum et que l'avis des Français n'a pas été respecté. Alors déjà, alors là tu parles du référendum de 2005. Ouais. Alors, on a gagné en fait, malgré le traité de Lisbonne, qui est un crime de haute trahison, parce qu'il faudrait rentrer dans la loi, mais quand le traité de Lisbonne est adopté par le Congrès, il y a un délai de 3 ans qui n'est pas respecté par rapport à 2005. Et ça, dans les textes, on peut retrouver qu'il y a un crime de haute trahison, qui n'a jamais été révélé, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont changé la Constitution juste avant, pour éviter, mais ça reste dans un délai de 3 ans, en deçà d'un délai de 3 ans, donc il y a un problème. Ensuite, pourquoi je dis en 2005 on a gagné, alors qu'effectivement, quand, par exemple, moi j'ai milité en 2015 pour les 10 ans du non, on se disait, est-ce que c'est une bonne date, parce que finalement, on a perdu en 2005. Mais non, en fait, on a gardé notre constitution, c'est-à-dire que la demande en 2005, c'était une constitution européenne. Or, ils n'ont pu faire qu'un traité. Donc on n'est pas sous la Constitution européenne, on est sous la Constitution française qui est au sommet des normes, des normes des lois, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, et la Constitution est au sommet de toutes les lois. C'est-à-dire que vous changez quelque chose dans la Constitution, ça doit s'appliquer au niveau législatif, à tous les niveaux. Et même un traité européen peut être caduc du fait que la Constitution soit modifiée, puisqu'il doit être conforme à la Constitution française. Donc, est-ce que j'ai un peu répondu à tes questions ou est-ce que je précise? Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est Nicolas Sarkozy n'a pas respecté le référendum, et dans la mesure où il ne l'a pas respecté, des gens qui ne voudraient pas remettre en cause le fait de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, peuvent-ils se revendiquer d'un RIC? Des gens qui ne voudraient pas remettre en cause. C'est-à-dire l'entrée dans l'Europe, machin, etc. Alors qu'il y a eu un référendum qui a été fait et que les gens étaient contre, même si moi j'ai été personnellement pour, je regrette que l'avis du peuple n'ait pas été pris en compte par Nicolas Sarkozy et qu'il ait piétiné ce référendum. Ok, alors c'est pas l'entrée dans l'Europe, ça c'est Maastricht, c'est avant. C'est effectivement tout ce qui est traité de Lisbonne. Ça évidemment, quelqu'un qui dirait je suis démocrate, mais je conserve le traité de Lisbonne tel qu'il est, non, évidemment, ça veut dire qu'il réfuterait l'avis des Français comme le Congrès et principalement tous les parlementaires. Je crois que ils ont été très très peu des parlementaires, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, à s'opposer à ce traité de Lisbonne. La plupart je crois que c'est 90%, 95% des parlementaires qui ont validé ce traité de Lisbonne, ce qui est quand même, pour des représentants du peuple, assez, non pas étonnant, puisque maintenant on les connaît, mais ce qui est quand même choquant.
Alors on voit une personne qui s'appelle Jean Lassalle, qui est député, qui a fait une proposition de loi, la numéro 45016, ou 4516 pour être exact, le 6 octobre 21, dans laquelle il veut faire rentrer dans la Constitution le RIC, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est un bon projet, une belle proposition de loi qui est reprise d'ailleurs de la proposition de loi de Clara Egger et Raoul Maliberton. Elle a été améliorée d'ailleurs cette proposition, mais ils ont pris la première version, mais c'est déjà très très bien, hein, c'est une très très belle proposition qui a l'avantage d'être une modification, une capacité du peuple à modifier la Constitution. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le sommet de la hiérarchie des lois. Donc moi j'invite tous les députés, je ne sais pas s'ils regarderont, mais à soutenir cette proposition. Il y en a déjà quelques-uns, donc pour qu'elle soit examinée par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Et ceux qui ne le font pas, on peut dire, comme dirait Yvan Bachot, notre historique sur le référendum d'initiative citoyenne, sont des ennemis du peuple, clairement. Alors, là, vous venez de parler un petit peu de Clara Egger. Elle a été tirée 2 fois au sort pour se présenter à des élections. C'est une chanceuse ou... Alors non, sur la deuxième élection, elle a été cooptée, c'est pas un tirage au sort, hein. Elle a été cooptée je crois que sur la première, sur le Dauphiné démocratique, elle a été tirée au sort. Sur la seconde, non, c'est une cooptation par un ensemble de militants, Yvan Bachot, Léo Giraud, Paul-André, le Suisse, là, Paul, qui fait pas mal de vidéos, qui est très très bien. Ah, j'ai un trou. Voilà, toute une équipe qui militait pour le RIC historiquement. Moi-même, d'ailleurs, je voulais que ça soit plutôt Yvan Bachot comme ça, mais je connaissais pas Clara, et lui pensait qu'il était bien trop âgé à 85 ans pour s'engager dans cette voie, et moi je lui fais totalement confiance. Donc voilà, elle a été cooptée dans ce but. Je précise tout de suite que le mouvement constituant populaire n'encourage pas spécifiquement Clara Egger. C'est un objectif commun, puisque Clara Egger porte le RIC en matière constitutionnelle et l'obligation d'un référendum en cas de modification de la Constitution par des élus. Et donc, c'est exactement le même objet que le mouvement constituant populaire. Donc, évidemment, un certain nombre de membres du mouvement constituant populaire soutiennent Espoir RIC, donc Clara Egger, mais d'autres soutiennent Grimal, d'autres candidats, et d'autres sont complètement allergiques aux élections et ne soutiennent personne. Il n'y a pas du tout de mot d'ordre au sein du mouvement constituant populaire. Il n'y aura jamais de candidat, et voilà, il n'y a pas de mot d'ordre pour soutenir plus tel ou tel candidat. Alors, selon un sondage IFOP de début décembre 2021, 54% des Français jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien en France, et 84% des Français pensent que les citoyens doivent prendre une place plus importante dans la prise de décision politique. Dans le même temps, on s'aperçoit dans la rue, quand on questionne les gens, qui sont plus pour le prêt à penser, c'est-à-dire suivre quelqu'un, être fan, faire partie d'un fan club d'une personne, que pour le sur-mesure que serait le RIC. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, le référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose qui permet de contrôler les représentants. C'est une porte d'entrée vers la démocratie, c'est-à-dire qu'on reste encore dans une oligarchie, finalement, une pseudo-démocratie, donc représentative, donc un gouvernement qui prend des décisions à la place du peuple, mais ça permet de contrôler les élus, de révoquer une loi, d'en proposer une nouvelle. Donc ça, c'est pas une façon de gouverner. On va pas faire des RIC. J'entends des fois des gens qui sont interviewés qui disent on va pas faire un RIC tous les jours. Ben non, évidemment, on va pas faire un RIC tous les jours. En Suisse, c'est tous les trimestres. Ça paraît raisonnable. Il y a eu 4 journées en Suisse, c'est en 2020. Et je crois qu'il y a eu 13 référendums sur ces 4. Donc par journée, on peut faire plusieurs votations. Tout à fait. Et donc par rapport à la question qui était sur les gens qui ont besoin d'un suiveur, effectivement, ça on le retrouve au niveau local comme au niveau national. Il y a besoin, les gens ont ce besoin de se décharger, je dirais il y a des devoirs et des droits, et effectivement les droits civiques en France aujourd'hui, les gens sont plus sur leur
leurs besoins personnels, et puis ils sont contraints par la société avec le temps de travail, avec les transports, ils sont aussi un peu contraints d'avoir le moins de temps possible pour s'occuper de politique. Et la politique est un gros mot aujourd'hui parce qu'elle est dévoyée par tout ce que font les représentants, cette petite classe minoritaire au service de grosses sociétés et de milliardaires. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'ils ont besoin de se retrouver derrière un suiveur, derrière un leader. C'est problématique, c'est clair. Alors, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a vu fleurir des assemblées constituantes, des assemblées. J'ai constaté qu'il y avait une gestuelle, des signes qui étaient à peu près les mêmes utilisés par Nuit debout, bien avant. J'ai constaté aussi que certaines assemblées des assemblées refusaient qu'on puisse rentrer avec une caméra ou voilà, je pense à Mont-Soleil-Mines. J'ai constaté aussi que elles étaient quasiment un petit peu noyautées par des gens bien organisés et qui étaient des militants, à mon avis, de partis politiques ou de groupuscules politiques. Comment fabriquer des assemblées dans lesquelles il y aurait un panel très large d'idées et de courants, sans que les gens se sautent dessus, ne s'invectivent, comment faire ? C'est une question difficile, puisque les partis politiques, évidemment, cherchent à récupérer les mouvements citoyens, de tout temps. On voit la société civile, ils appellent ça, ils ont besoin de s'appuyer sur la société civile, puisque les militants s'en vont petit à petit. Ils sont désertés, les partis politiques, il faut le savoir. Alors je dirais que nous, au sein du MCP, on travaille beaucoup sur l'intelligence collective, et d'ailleurs précédemment également dans les autres collectifs, Culturique, on fait tout un travail de décision au consentement, de documents partagés, voilà, et tout ce travail de transparence dans nos décisions, de transparence dans ce qu'on réalise, dans les comptes rendus, permet d'avoir des décisions plurielles, des avis pluriels, et surtout de prendre en compte les objections. C'est-à-dire que on va pas balayer une objection parce qu'elle est minoritaire. On va essayer que la personne puisse vivre avec son objection, c'est-à-dire qu'on va améliorer la proposition et refaire tout ce cercle de processus de décision au consentement afin que tout le monde dans le groupe puisse vivre avec les décisions. Alors ça prend du temps. C'est pas une décision qui vient d'en haut et qui essaye d'écraser les avis. Au contraire, c'est d'aller chercher les objections pour nourrir la décision et pour faire quelque chose qui convienne au plus grand nombre, voire à tout le monde. Pour avoir suivi un petit peu Étienne Chouard via vidéo interposée, je m'aperçois que lorsqu'il parle, j'ai le sentiment qu'il complique la chose. Et j'ai le sentiment que pour les citoyens, il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi, qui sont perdus en route. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre la chose vraiment plus simple, afin que tout le monde s'y retrouve ? Alors Étienne, pour moi, il a été vraiment un révélateur de ce qu'était la démocratie athénienne. À une époque, il expliquait par schéma très simple, d'ailleurs au tableau paperboard, avant que ça devienne plutôt des slides. Il expliquait très sommairement comment est-ce qu'effectivement le pouvoir corrompt, l'humain est faible, donc il faut mettre des contrôles et il faut pas que les gens restent en place trop longtemps, il faut qu'il y ait du tirage au sort. Donc tous ces principes-là qui sont vraiment très intéressants, même à reprendre tel quel et à adapter, mais au lieu d'inventer l'eau chaude à chaque fois. Donc voilà, Étienne, c'est quand même un pédagogue, c'est quand même un prof. Donc il a quand même fait passer des grands messages, genre c'est pas aux élus d'écrire leurs propres règles. Quand on joue à un jeu, c'est pas aux participants du jeu, ceux qui mènent le jeu, à écrire les règles, sinon c'est facile de tricher. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est clairement le cas. Donc il a effectivement parfois un ton qui peut un peu endormir, parce que voilà, il est bien aimé pour ce ton par beaucoup de personnes, mais d'autres effectivement ça peut les endormir. Et c'est vrai que quand on commence à rentrer dans tout ce qu'il a appelé après, tout ce qu'il a lancé, c'est les ateliers constituants essentiellement, ça commence à être un peu plus complexe et ça peut effectivement perdre un peu certaines personnes. Donc là, il y a encore une chose qui me trouble, c'est en effet, les élus ne devraient pas écrire eux-mêmes les propres règles qu'ils ont à suivre, mais en même temps, 10 millions de mains et un seul stylo,
la règle, elle sera de toute façon écrite par une seule main. Donc, qui a la main sur le stylo? Voilà, c'est ça le problème. Alors il y a plusieurs façons d'écrire une règle. Hein. On peut faire il y a Jacques Testard, hein, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les conventions, qui a beaucoup mis en valeur les conventions citoyennes, où on peut avoir des tirés au sort qui proposent, qui travaillent sur un texte et qui après le soumettent à l'ensemble des Français. Et puis on peut avoir également quand tu dis il y a une seule personne qui tient le stylo, nous dans nos travaux, tout le monde tient le stylo. On a des rédactions avec des commentaires, des documents partagés qui permettent d'écrire à plusieurs un texte et qui permettent après de se mettre d'accord sur plusieurs propositions qu'on essaie de limiter. Alors à 10 millions... In fine, on sait bien que c'est comme Wikipédia. Vous pouvez rectifier un texte sur Wikipédia, mais in fine, il y aura quelqu'un qui vérifiera et qui dira « Ouais, ben on va mettre ça, mais on va pas mettre ça. » quoi. Ouais. Ça, je pense que l'avantage du référendum d'initiative citoyenne, c'est qu'il permet, en matière constitutionnelle, c'est qu'il permet d'élaborer chaque article et de le faire décider par la population. C'est-à-dire qu'on a une certaine unicité, qui est quelque chose qui est demandé dans les critères qui sont voulus par les Français. C'est une unicité, c'est-à-dire une seule matière par référendum. C'est de pas, par exemple, quelqu'un qui va proposer une constitution globale, comme il y en a, hein, il y a des gens qui écrivent Mandel Constituant et d'autres, qui écrivent une constitution dans sa totalité. Si on la fait approuver par le peuple, il y aura forcément des choses sur lesquelles, effectivement, ils n'ont pas la main, ils ne seront pas d'accord. Mais globalement, ils la refuseront ou ils l'accepteront. Avec le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, l'avantage, c'est qu'on peut traiter de sujets d'article par article. Et là, on a une forme de progressivité dans le changement en profondeur de sujets et d'orientation globale de la société qui acquièrent la légitimité du peuple et qui sont vraiment précis. Donc là, on a quand même quelque chose qui est moins... Pourquoi vouloir réécrire en compliquant et en mobilisant des millions de gens et en leur faisant croire qu'eux, ils ont peut-être quelque chose... alors que Jean Lassalle, par exemple, sa proposition de loi, c'est une clé qui permettrait d'ouvrir la porte pour ensuite que les gens puissent s'exprimer. Une clé simple. Est-ce que c'est vraiment utile de dire aux gens non, c'est à vous d'écrire le truc parce que même s'il a été bien écrit, il faut que vous preniez votre stylo. Ah non, mais au mouvement constituant populaire, comme dans, par exemple, Espoirique, mais peu importe, surtout au MCP, on est concentré sur cette proposition, hein, uniquement. Nous, on est vraiment pour donner la clé de la capacité des citoyens de décider, qui est le référendum d'initiative en matière constitutionnelle. Et on s'arrête là, on va pas plus loin. Après, tout ce dont on parle là, c'est ce qu'en feront les Français. C'est une fois qu'ils ont la clé, ils peuvent changer des parties de la Constitution de leur propre chef. Mais nous, au niveau du MCP, on est concentré uniquement sur cela, hein, sur le rythme en matière constitutionnelle. Une dernière question qui me semble importante, c'est, on l'a vu, c'est sur le tirage au sort. Alors, on l'a vu avec les tirs au sort du débat écologie, ce sont que des militants qui se sont présentés, le débat sur l'écologie sous Macron, 150 citoyens tirés au sort ont formulé des propositions sur la transition écologique, et que le gouvernement s'est engagé à soumettre au Parlement et au référendum. Alors, les candidats, ça a été les gens qui sont présentés, ça a été quasiment que des militants écologiques, donc ils étaient d'accord, ils ont été tirés au sort, mais en fait, il n'y a pas de pluralité dans l'histoire. Donc le tirage au sort, c'est à double tranchant peut-être, non? Alors là, je parle en mon nom personnel, pas du tout au niveau du MCP, parce qu'on ne parle pas de tirage au sort au MCP. Hein. Le tirage au sort, s'il est fait à partir de volontaires, il est dévoyé. Voilà. L'intérêt du tirage au sort, c'est de le faire par rapport à l'ensemble des Français. Et à partir de là, on prend quelques réserves, parce qu'évidemment, on ne va pas obliger les gens à participer, quoi qu'on peut, comme les jurys des cours d'assises le sont, mais on n'est pas obligé. On peut très bien dire, voilà, on a besoin de 150 personnes, on en prend 1500, on aura un dixième qui acceptera, mais c'est pas du tout pareil que des volontaires qui se présentent et qu'on tire au sort ces volontaires, parce que là, effectivement, on se retrouve dans les pièges dont tu parles.
Bon, bah voilà, moi j'ai fait à peu près le tour de mes questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clore cet entretien? Bah, éventuellement, de bien insister sur le fait qu'on a un maillage territorial en France, mais que chaque groupe indépendant est indépendant au niveau du mouvement constituant populaire. Donc c'est mouvement-du-6 constituant-du-6 populaire.fr. Je mettrai le lien en dessous. Super. Et par rapport à ça, il faut savoir qu'on a un socle commun qui est donc le RIC, mais même en interne, hein, en matière constitutionnelle, c'est-à-dire se constituer en tant que groupe au niveau d'un local, du local, hein, d'un territoire, et être en capacité de changer cette constitution, que si quelqu'un change cette constitution, que l'ensemble du groupe soit consulté. Voilà. Ça, c'est la base de la création d'un groupe local du MCP. Et après, l'intérêt effectivement de faire ça, c'est de mettre en lien des gens qui sont démocrates. Donc c'est cette idée de rechercher la démocratie, les démocrates autour de nous, pour pouvoir après faire plein d'actions. On n'est pas limité, il faut que ce soit en respectant le socle commun dont on vient de parler, mais c'est pas du tout limitatif. C'est-à-dire que moi je pense que un des grands intérêts du mouvement constituant populaire, c'est d'identifier sur le territoire des démocrates, de créer du lien de proximité, de se voir, de se boire un coup, de travailler ensemble, de faire des choses ensemble, et en même temps d'être maillé au niveau territorial sur toute la France et l'outre-mer, et d'avoir une capacité d'action nationale, comme on a pu faire sur des lettres, les lettres aux maires, les lettres aux militaires, toutes les lettres qu'on a faites, mais également sur des votations, les votations qui ont vraiment, qui donnent beaucoup de plaisir aux gens qui les organisent, parce qu'ils rencontrent les gens qui ne sont pas militants, et on voit une satisfaction des gens à participer à ces votations, alors qu'ils pourraient très bien passer leur chemin et ne pas voter. Et il y a vraiment un engouement là-dessus. Et il faut savoir également que le mouvement constituant populaire peut se mettre à disposition de n'importe quelle association ou n'importe quelle municipalité pour organiser des votations. On a aujourd'hui des outils, on a des connaissances sur le juridique, on a des méthodes qui permettent d'aider à la création d'une votation. Voilà. Et au-delà des universités également populaires démocratiques qu'on est en train de monter, où on essaye effectivement de participer, de faciliter l'intelligence collective, d'apprendre aux membres du MCP à prendre des décisions ensemble, à créer des propositions et à vivre ensemble dans un groupe. Parce que si on ne pratique pas cette intelligence collective dans un groupe, ben, c'est comme le tennis, hein, il faut pratiquer, hein, c'est pas en lisant des bouquins qu'on arrive à être efficient sur un cours de tennis. Hein. Il faut vraiment, la pratique, c'est irremplaçable. Okay, ben, je vais peut-être rajouter un petit post-scriptum. Donc votre socle commun est téléchargeable sur votre site. Tout à fait. Et il y a une dernière question, vu que moi je m'intéresse beaucoup à la précarité, c'est il y a toute une partie de la population qui soit ne sait pas se servir d'un ordinateur, soit n'en a pas, soit est dans la rue et n'a carrément pas. Comment faire en sorte que ces gens-là, qui sont les plus pauvres d'entre nous, puissent quand même rester des citoyens? Alors moi, ce qui m'étonne, parce que je fréquente pas mal de gens qui sont sans domicile, enfin pas mal, quelques-uns je dirais, mais quand même, moi ce qui m'étonne, c'est leur niveau d'éveil. C'est des gens qui ont souvent quitté la société, mais pour des affects, pour des problèmes personnels, hein, parfois, mais parfois également par dégoût de cette société. Et c'est des gens qui sont souvent à un grand niveau intellectuel. Étonnamment, hein, on pourrait croire comme ça, avec des a priori un petit peu faciles, de dire ouais, bon, bah, c'est des gens qui. Ben non, c'est souvent des gens qui ont fait un pas de côté, encore une fois pour des raisons personnelles ou des raisons sociales, qui sont étonnants de bien, comment dire, de bon sens, quoi. Et alors comment est-ce qu'effectivement ces gens-là peuvent participer? Ils le peuvent parce que la vocation du mouvement constituant populaire, c'est de créer des groupes locaux par bassin de vie. C'est-à-dire que même sur une ville comme Montrouge, où on a 50 000 personnes, c'est énorme, hein, la quatrième ville la plus dense de France, il peut y avoir 2-3 groupes par quartier, si ça prend de l'ampleur. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un seul groupe sur Montrouge. L'idée, c'est vraiment d'avoir des endroits de proximité pour que les gens se rencontrent, discutent et
et créer des assemblées, puissent décider de certaines choses, mettre la pression sur la ville pour que les toilettes soient accessibles, pour qu'il y ait des douches, pour qu'il y ait, par exemple, que si on prend le cas des sans domicile fixe, hein, voilà. Donc, bon, je vais pas parler de mes actions personnelles là-dessus, mais il y a vraiment une capacité, effectivement, d'infléchir une municipalité en montrant par vidéo que des toilettes sont inabordables, sont dégueulasses, sont pas, voilà. Donc c'est une capacité également d'inclure des gens qui n'ont pas accès à un ordinateur et c'est très important, bien sûr. Alors, une petite dernière pour la route. Je vais passer au niveau au-dessus, des gens qui ont un ordinateur et un logement, mais dont le travail plus la famille leur prend tout leur temps, sans parler du trajet pour aller du travail à la famille et de l'école, etc. Comment faire pour que ces gens-là, qui sont éreintés le week-end, trouvent un petit bout de temps pour s'intéresser à la politique ou à la vie publique? Alors ça c'est un gros problème et c'est voulu, hein. Je pense que on a une productivité, on dit en France, énorme. On a des machines qui travaillent pour nous de façon, comme disent certains, on est des surhommes aujourd'hui avec les machines. Hein. Et pourtant, on est obligé de travailler beaucoup plus que l'homme préhistorique. Pourquoi la question se pose. On a besoin, je pense que le politique a besoin, enfin ceux qui gouvernent, les puissants ont besoin d'occuper le peuple, parce que sinon avec les jeux, avec le travail. Donc ça c'est un problème sociétal. Maintenant, comment est-ce que nous on essaie de résoudre ce problème? On fait nos réunions plutôt le soir, plutôt à 20h. Donc tous les lundis par exemple à 20h il y a la réunion des nouveaux et en même temps la réunion des relais locaux auxquels peuvent venir tous les maillets. Donc c'est plutôt en soirée. On a des réunions sur d'autres collectifs le dimanche. Et puis après, effectivement, c'est pas facile, surtout quand on a des enfants, on a d'autres priorités, mais on se rend compte rapidement également avec les enfants que il faut qu'on ait une action civile parce que on a des freins sur des choses faciles à mettre en œuvre. Je pense aux ATSEM à Montrouge, aux personnes qui assistent les professeurs dans les écoles maternelle, moi j'ai dû me battre pour que elle soit présente en moyenne section et en grande section. Ça a été un combat gagné parce que j'ai été en proximité, j'ai été voir la femme du maire, parce que les politiques, le maire y compris, étaient complètement contre. Et puis c'est la femme du maire qui a réussi à faire gagner ce combat. Mais je pense que effectivement le citoyen qui a son temps, qui est très très pris, il faut qu'il fasse cette démarche un petit peu, 1 heure, 2 heures par semaine, c'est pas énorme. C'est beaucoup, je sais, mais c'est pas énorme non plus par rapport à l'enjeu. C'est-à-dire que si on se laisse comme ça piloter, vous voyez aujourd'hui les décisions qui sont prises au niveau. Il y a quand même, quelque chose à mettre en route si on veut. On peut pas attendre des politiciens qui changent ça. Donc si soi-même on fait pas un petit pas vers là. On est mal parti. Si on envisage évidemment tout le temps de progresser socialement, de donner... Il y a un moment, il faut dire stop également à son patron. Quand on rentre chez soi, il y a un moment, il faut arriver à dire... il ne faut pas rentrer trop non plus dans cette logique de compétition, sinon, effectivement, on a plus de temps pour rien. Hein. Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli, puis de cet échange, cet entretien. Et je vous souhaite une bonne continuation. Surtout, merci beaucoup à toi, à vous, pour ce travail qui n'a pas de vocation rémunératrice, où c'est vraiment financé par toi-même, je crois, si j'ai bien compris. Je trouve que c'est un travail c'est du cœur, quoi. C'est vraiment, puis c'est une persévérance également, c'est une volonté. Donc moi je te remercie parce que c'est pas évident de faire ce travail, d'aller vers les gens. Là t'es venu ici, c'est du temps, c'est un temps énorme pour rien, juste pour tes convictions, pour tes idées, c'est un travail de citoyen. Et ça moi je dirais que c'est aussi admirable. On peut admirer cela autant que largement que le travail qu'on fait nous. Hein. Vous êtes indispensable dans la connaissance du travail que nous on fait. Et on a besoin de vous et heureusement que vous êtes là, bravo quoi. Souhaitons qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais. Et puis à bientôt. Bravo, à bientôt ouais.